l'Observatoire B2V des mémoires, qui organise cette semaine de la mémoire à Montpellier. Puis je vous invite encore, après la conférence ici, de continuer la semaine. Et demain, c'est une journée qui est un petit peu différente, parce que c'est la journée sur la maladie d'Alzheimer, c'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer, donc les conférences sont plus orientées vers les troubles de mémoire. Donc vous voyez, on passe à un registre un peu différent, mais qui est un registre qui est évidemment également très très important quand on s'intéresse à la mémoire. Voilà, j'arrête là mon introduction, et puis je te passe la parole tout de suite, Jean-Gabriel. Merci beaucoup d'intervenir sur ce sujet que tu connais bien. Donc, comme on vous l'a dit, je suis spécialiste d'intelligence artificielle. J'ai travaillé pendant de nombreuses années sur l'apprentissage machine, ce qu'on appelait la fouille de données, et ce qui s'est transformé depuis peu en masse de données, big data, pour parler français correctement aujourd'hui. Donc, quelle est l'idée qui est derrière? C'est assez intuitif, c'est... puisqu'on parlait de la mémoire du futur, c'est d'essayer de deviner le futur, donc de faire de la divination. On va dire c'est un peu étrange quand même, parce qu'on est dans un siècle qui paraît éclairé, alors est-ce qu'on va faire de la divination? Cicéron parle de deux types de divination. Il dit on peut essayer de rencontrer des gens qui ont une parole inspirée, des oracles, des prophètes, et puis on peut aussi essayer de profiter de l'expérience passée, et à partir de ça, imaginer que le futur va se produire comme le passé. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui les masses de données, c'est l'utilisation des ordinateurs pour essayer de profiter de l'expérience passée pour deviner le futur, mais vous voyez, l'idée n'est pas neuve. Alors, qu'est-ce qui est neuf dans les masses de données? Alors, pour cela, je crois qu'il faut se replacer dans ce qu'a été l'histoire du web. Vous savez que c'est le couplage des hypertextes et puis des réseaux de télécommunications qui a été introduit en 1989, qui a été imaginé à ce moment-là en Europe, à Genève, dans le CERN, par quelqu'un donc... qui était européen. Je dis était parce que il est anglais. Alors je ne sais pas si on doit toujours dire qu'il est européen, Tim Berners-Lee, mais à l'époque, donc, on pouvait le considérer comme un européen. Et donc ça a enthousiasmé les gens. Quelques années plus tard, en 1993, on a réalisé le premier navigateur qui permettait à tout un chacun d'utiliser le web et donc de se promener, de regarder tout un tas de choses dans le monde entier. Et quelques années après, on s'est dit on va essayer de tirer parti de ce web pour qu'il y ait une forme d'économie nouvelle. Parce qu'au début, on utilisait les réseaux de télécommunications qu'on ne payait pas, c'était gratuit. Et donc, le gratuit, a priori, ça ne doit pas rapporter d'argent. Et les gens se sont dit, mais on va essayer de gagner de l'argent avec du gratuit. Ça vous paraît quand même. Et pour ça, il y a eu plusieurs choses. D'abord, on s'est dit, on va faire de la publicité. Mais la publicité, ça ne rapportait pas beaucoup. Et d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent des premiers moteurs de recherche sur le web, c'était une espèce de bazar, avec des couleurs criardes, c'était vraiment affreux. Et bon, ça n'intéressait personne, on repérait rien du tout. Et puis, là, il y a des gens un peu plus astucieux qui se sont dit, on va faire de la publicité pour ça, on va essayer de regarder exactement qui est là et de s'adresser à cette personne. Et donc, on a ciblé de façon très précise les individus. Et puis, ensuite, on a essayé de déterminer leurs désirs. Pour ça, on utilise un terme qui vient de la psychologie criminelle, c'est le profilage. C'est-à-dire de regarder quelles sont les motivations de telle ou telle personne. Et bien sûr, ce ne sont pas les motivations criminelles, ce sont les motivations d'achat, bien sûr, qui intéressaient là. Quelques années plus tard, peut-être vous souvenez-vous, il y a eu un éclatement, il y a beaucoup d'investissements sur Internet à la fin des années 90, puis une bulle spéculative, un éclatement de la bulle. Et puis ensuite, en 2004, les gens sont revenus là-dessus et se sont demandé qu'est-ce qui a permis à certains industriels de subsister, de continuer à faire des profits, et ça a donné naissance à une réécriture du web qui n'était pas technique, qui était juste économique. Et cette réécriture du web, elle
après réflexion, elle reposait sur l'utilisation de retours d'expérience. C'est-à-dire que chaque utilisateur pouvait donner ses impressions et on utilisait ça pour modéliser, pour améliorer les logiciels. Donc tout ça, ça veut dire à la fois donc, ce dont j'ai parlé sur la publicité ciblée plus les retours d'expérience, fait que il est apparu très clair à partir de 2005 qu'il fallait aspirer énormément de données, qu'elles étaient extrêmement utiles, qu'il fallait exploiter ces données. Donc soit pour cibler les individus, afin de leur proposer les choses qui sont susceptibles d'acheter, soit pour transformer les produits, pour les adapter de façon dynamique en fonction des désirs individuels. Et bien sûr, on peut faire ça à l'échelle du web, et ça donne des quantités de données assez impressionnantes que ces grands acteurs ont essayé d'exploiter. On a utilisé pour ça des techniques d'intelligence artificielle qui étaient naissantes à l'époque, enfin, qui existaient depuis longtemps, mais qui n'étaient pas toujours excellentes. Et à partir de 2010, alors je passe le détail technique, mais on a eu des techniques qui sont devenues de meilleure en meilleure et qui étaient capables d'exploiter énormément de données. C'est ce qu'on a appelé l'apprentissage profond. C'est bien sûr ce sur quoi repose aujourd'hui la renaissance de l'intelligence artificielle. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est pas tellement de vous parler des caractéristiques de l'apprentissage profond, mais c'est d'abord de caractériser ce qu'on appelle les masses de données, parce qu'on dit c'est gros. Mais gros, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque toutes les données sont grosses. Je pense que les données administratives qu'on avait dans les années 50 étaient grosses. On parlait de données astronomiques, c'était gros, et c'était à l'époque de l'astronomie ancienne, pas de l'astrophysique aujourd'hui. Alors, elles sont grosses parce qu'effectivement, elles sont un petit peu vertigineuses. Moi, j'avais pris comme habitude, je l'avais dit plusieurs fois, de prendre comme unité de compte, si on peut s'exprimer ainsi, l'ensemble des livres qui sont stockés dans la Bibliothèque nationale de France. Alors, il y a 14 millions d'ouvrages au catalogue des livres et imprimés, et si on prend une limite, disons, supérieure, j'ai pris 1 million de caractères, ce qui est quand même beaucoup quand on écrit un livre, ça donne 14 millions fois 1 million, c'est ce qu'on appelle les téraoctets. On prend en général un octet pour un caractère, ça se stocke sur 14 téraoctets. Alors, c'est quand même beaucoup, c'est un peu l'horizon des connaissances. Mais aujourd'hui, ce qui nous paraît beaucoup devient faible. Il faut savoir que Twitter, tous les jours, produit sur ses petits messages de 140 caractères 7 téraoctets de données, c'est-à-dire la moitié de la Bibliothèque nationale de France. Et je ne parle pas de Facebook ni des grands instruments qui existent aujourd'hui. Donc, quand on dit que c'est gros, effectivement, c'est très gros. Ça donne un petit peu le vertige. Mais ce n'est pas seulement gros en quantité. Ce qui caractérise les masses de données, c'est aussi qu'il y a des données d'origine différente. C'est-à-dire que ça peut être des textes, ça peut être des images, ça peut être des sons, et qu'il faut être capable d'exploiter toutes ces données. Et puis, il y a le fait aussi que ces données changent en permanence. Et ça, c'est essentiel. C'est le fait que Twitter, par exemple, c'est tous les jours 7 téraoctets de données. Et donc, c'est ce caractère évolutif. Et puis enfin, dernier point, je crois, qui est essentiel d'un point de vue technique, c'est que ces données, ce qu'on souhaite, et c'est ça qui est original, c'est les traiter en masse. C'est-à-dire ne pas faire d'échantillonnage. Alors, pour comprendre, il faut voir que, par exemple, quand on fait des sondages dans notre pays, on veut savoir comment vont voter les Français, eh ben, on ne prend pas tous les Français. On va prendre un échantillon représentatif. Donc on va dire, il y a tant d'hommes et tant de femmes, à peu près la moitié, hommes et femmes. Puis ensuite, il y a tant d'ouvriers, il y a tant de cadres, il y a des gens qui habitent en province, il y a des gens qui habitent à Paris, il y a des gens qui habitent dans des petites villes, etc. Et à partir de ça, on fait 1000 personnes qui sont à peu près de bons représentants des Français, et ça donne des choses qui sont à peu près correctes. Mais avec les big data, l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de faire ça. On va garder les 60, je ne sais pas combien de millions de Français, et on va les exploiter. Alors, quel est l'intérêt de ça? C'est que, prendre un petit exemple, Google nous dit, en exploitant de façon systématique les requêtes sur les moteurs de recherche, on détecte à un moment donné une épidémie. Pourquoi on détecte une épidémie? Parce que dans telle ville, on se rend compte que les gens
posent des questions qui sont reliées à... ils recherchent des médicaments pour soigner des symptômes qui correspondent à une épidémie. Et ça, c'est anormalement élevé. Mais si on échantillonnait, on ne verrait pas ça, puisque telle petite ville n'apparaîtrait que comme un élément. Il y aurait peut-être personne ou 2 personnes, ce ne serait pas significatif. Tandis que là, eh ben, ça devient significatif, il y a des anomalies, et donc à partir de ça, on va pouvoir essayer de détecter ce genre de signaux. Donc ça veut dire bien sûr en conséquence que les masses de données, on garde toutes les données. Et quand on les collationne, on ne sait pas exactement à quoi elles vont servir. Pour comprendre, si on s'intéresse à des données de santé, bah, a priori, on n'a pas d'idée. On veut trouver des corrélations entre certains modes de vie et certains aspects de la santé des individus. Alors ça pose bien sûr tout un tas de questions. C'est qu'on nous dit que les techniques d'exploitation de ces données vont résoudre tous les problèmes scientifiques parce qu'on va utiliser de l'apprentissage machine. Alors pourquoi ça pose... Alors d'abord, il y a des résultats extraordinaires. Des résultats extraordinaires, je vais vous donner 2 exemples. Vous avez Google qui a développé un système qui s'appelle FaceNet, qui s'entraîne par apprentissage sur 200 millions d'images de visage. Et à chaque visage, on donne le nom de la personne. Et on donne plusieurs images par personne. Donc c'est 8 millions d'individus. Oui, ça fait, et à partir de ça, on arrive à reconnaître les visages avec un taux, parmi ces 8 millions de personnes, avec un taux de fiabilité de 99,63%. Alors c'est impressionnant parce que, je veux dire, pour nous tous, en particulier quand on est enseignant, on a eu beaucoup moins de 8 millions d'étudiants. Et on a vraiment du mal à les reconnaître. Donc vous voyez qu'on a des machines qui nous dépassent très nettement. De même, l'an dernier, il y a eu des médecins qui ont travaillé sur des photographies de grains de beauté et qui ont fait de l'apprentissage avec. Ils étaient diagnostiqués par des médecins. Et ils ont eu un système qui faisait du diagnostic pour savoir si un grain de beauté était potentiellement malin ou il était bénin. Et ils se sont rendus compte que les résultats étaient plus fiables que ceux de 21 dermatologues. Donc on a, alors bien sûr parce que le système, il apprenait sur 130 000 images, alors que les dermatologues, ils n'ont pas toujours vu 130 000 grains de beauté. Donc il y a des résultats extraordinaires. Mais bien sûr, ça a donné lieu, ces résultats extraordinaires, à un enthousiasme qui est très excessif. Et en particulier, ce qu'on nous laisse entendre, c'est que tous les problèmes vont être résolus. J'ai vu l'an dernier, au moment de la stratégie France Intelligence Artificielle, à Bercy, le directeur de la société Google, enfin plus exactement le directeur du laboratoire de recherche de Zurich de la société Google, qui est arrivé et il nous a dit, vous savez, aujourd'hui c'est la révolution. Alors avant, on regarde tous. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est le big data. Et c'est l'apprentissage. Pourquoi c'est la révolution? Parce qu'il dit, aujourd'hui, on n'a plus besoin de programmeurs. On a juste besoin d'exemples. Et ensuite, ces exemples, on les utilise dans une machine et ça programme automatiquement. Alors, bon, on est assez bluffé quand on voit ça. Alors, première question, est-ce que ça résout tous les problèmes? Alors, d'abord, non, parce qu'il faut avoir les exemples. Alors, on n'a pas toujours les exemples. Il faut avoir des exemples étiquetés, c'est-à-dire des exemples pour lesquels quelqu'un a dit, par exemple, si c'est des visages, c'est telle personne. Ou si ce sont des photographies de grains de beauté, c'est bénin ou c'est malin. Donc, première chose, il faut énormément d'hommes derrière ces images. Et puis, deuxième chose, ça laisse entendre que la machine apprend toute seule. Or, en réalité, il faut des ingénieurs qui ont été capables de configurer ces systèmes d'apprentissage et ça demande énormément de talent, énormément d'expérience, énormément de savoir-faire. Et donc, ça n'est pas simplement une boîte noire comme ça qu'on plaque et qui fait qu'on va obtenir de l'apprentissage. Donc, c'est relativement difficile à mettre en œuvre. Mais je crois qu'il faut aller un tout petit peu plus loin. C'est non seulement difficile à mettre en œuvre, mais ces systèmes d'apprentissage, donc j'ai dit, ils reposent sur les exemples.
exemples, mais il repose aussi sur la façon, enfin sur la donnée des exemples, sur l'existence des exemples, mais sur la façon dont les exemples sont fournis, c'est-à-dire sur les descripteurs qui sont donnés sur les exemples. Alors ce qui fait illusion, c'est qu'on traite des images et on se dit, ah ben l'image, c'est la réalité. Mais l'image, c'est pas la réalité. L'image, il y a une résolution, l'image, il y a des longueurs d'onde qui sont implicites et qui sont importantes. Et qui plus est, si vous avez des éléments en langage naturel, ou si vous avez des données plus évoluées, bien évidemment que ce qu'on appelle la représentation, c'est-à-dire les formalismes de description dans laquelle vous allez donner vos exemples, c'est-à-dire la façon dont le réel va être présenté, va avoir une influence extrêmement grande sur le résultat. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que ça veut dire que, effectivement, on ne résout pas tous les problèmes avec les masses de données, mais aussi parce que, à partir de ces masses de données, non seulement donc on nous dit qu'il y a une révolution qui est tout à fait délicate. Moi, d'ailleurs, quand il y avait ce directeur de Google, il nous a dit, vous voyez, on fait du traitement d'image, on fait de la reconnaissance de la parole, on fait tout un tas de choses, et à un moment donné, on fait du traitement du langage naturel, on fait de la compréhension du langage naturel. Alors, en termes techniques, la compréhension du langage naturel, c'est la traduction d'un texte dans un langage formel sur lequel on va pouvoir faire des inférences, poser des questions, etc. Et j'étais un peu intrigué parce que pour cela, il faut qu'on donne ce langage formel, ce langage logique. Alors je lui ai posé la question, j'étais un peu gêné parce que c'était un peu officiel. Alors, il m'a dit ouais, mais en réalité c'est simple pour nous, c'est une requête SQL. Alors vous savez pas ce que c'est, SQL c'est une base de données, c'est une question dans une base de données. Je me dis d'accord, mais il faut poser la question dans la base de données, il faut que vous ayez les champs de la base de données pour savoir quelle question vous allez poser. Il dit oui, mais en réalité on fait plein d'autres choses, on fait des ontologies, etc. Donc il avouait lui-même, lorsqu'on le poussait dans ses retranchements, qu'en réalité, le traitement de très grandes masses d'informations ne règle pas tous les problèmes, qu'il y a tout un tas de choses qui sont derrière, qui sont importantes. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui disent aujourd'hui, c'est la fin de la théorie, c'est la fin des modèles, on ajuste le monde, il y a les machines, et elles avalent le monde, et à partir de ça, elles deviennent spontanément intelligentes, elles acquièrent de la connaissance et elles vont nous dépasser. Et ça, ça repose sur des prémices qui sont tout à fait discutables, puisque comme j'ai essayé de vous le dire, ça repose sur l'idée qu'on aspirerait l'intégralité du monde, c'est-à-dire qu'on aurait tous les exemples, on n'aura jamais tous les exemples. Ça repose aussi sur le fait que la représentation n'influerait pas, or je viens de vous montrer qu'elle influe. Ça repose aussi sur le fait qu'on aspire les exemples tout seul. Or, vous voyez bien qu'il faut des hommes pour étiqueter les exemples. Et puis, ça repose enfin sur le fait que, on suppose que ces machines, elles se configurent toutes seules, or qu'il faut les configurer. Et donc, tout ça, je crois que c'est important de le dire, de l'affirmer, pour bien comprendre les limites de ces différentes techniques. Alors, bien sûr, on peut essayer d'anticiper un certain nombre de choses. On peut essayer... Alors là, c'est pour faire des théories dans un certain nombre de cas. Alors après, la question qui se posait, c'était anticiper le futur, puisque notre question, c'est la mémoire du futur. Est-ce qu'on peut prédire le futur? Et prédire le futur, bien sûr, ça pose encore une autre question. C'est qu'il faut que les exemples soient des bons représentants de ce qui va se produire dans le futur. Ça veut dire que lorsqu'on fait de l'apprentissage machine, on fait ce qu'on appelle, les logiciens appellent de l'induction, c'est-à-dire qu'on passe du particulier au général. Et pour passer du particulier au général, il y a un axiome implicite qui est essentiel, c'est le fait que les cas particuliers sont des bons représentants de ce qui va se produire dans le futur. Mais, bien sûr, il arrive très souvent que le passé ne soit pas tout à fait le même. Par exemple, dans la société, les techniques évoluent, le monde n'est pas le même. La planète va se réchauffer, par exemple. Ou pour un individu, bien sûr que ce qui va se passer demain, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé dans sa vie passée, puisqu'il évolue lui-même, il vieillit. Et donc, il a tout un tas de cas de figure où ces axiomes implicites, qui sont ces principes d'uniformité, c'est-à-dire le fait que les exemples sont des bons représentants de ce qui va se produire, ne sont pas vérifiés. Donc tout ça pour vous montrer que ce sont à la fois des techniques extrêmement puissantes, qui au départ ont été introduites pour des motivations économiques, mais donc qui ont donné des résultats tout à fait extraordinaires, mais qui sont extrêmement limités. Mais je propose maintenant qu'on échange avec Merci. Je pense que tu as planté le décor, au moins en bonne partie. Peut-être, Bernard, si tu as des compléments d'abord sur ce panorama, et puis ensuite continuer à parler des conséquences sur
Ce qui nous intéresse beaucoup dans notre observatoire, c'est la mémoire, mais vue sous des angles différents. Donc, après, une des thématiques très importantes, ça va être l'influence, hein, ou les conséquences, les interactions avec ce qu'on appelle la mémoire interne. Bon, ce qui est un mot qui n'est pas tout à fait satisfaisant, mémoire interne ou mémoire naturelle, vous voyez, versus les mémoires externes ou les mémoires artificielles, les mémoires externes étant aujourd'hui massivement, donc pour reprendre le terme, artificielles. Donc ça va être un petit peu ça, parce que ce sujet-là, on peut l'aborder de big data, on peut partir dans des directions extrêmement différentes, mais je propose déjà, Bernard, que tu réagisses un petit peu sur ces terrains-là, puis ensuite on échangera, avec vous, dans la mesure du possible, passer le micro jusqu'à la fin de l'amphi, là, ce sera peut-être difficile. Alors, je crois qu'il faut d'abord situer l'apparition de ce qu'on appelle maintenant les big data, le machine learning, le deep learning, toutes ces choses-là, dans une longue histoire, qui est l'histoire des archives. Ce qui constitue les grandes structures de civilisation, ce sont les archives. En Chine, il y a des archives, en Égypte, il y a des archives, et tous les grands pouvoirs fondés sur ce qu'on appelle des administrations, et je prends le mot administration au sens où, par exemple, la Chine est constituée par des fonctionnaires que Confucius recommande de recruter par des concours, etc. Ce sont des spécialistes du dépouillement d'archives. Vous savez qu'il existe en France les Archives nationales de France. En fait, c'est un dispositif très important dans la constitution de l'État pour 1000 raisons. D'abord parce que, par exemple, pour savoir qui est propriétaire de quelque chose, il faut avoir des archives d'actes de propriété. Il faut du cadastre, etc., etc. Pour faire de l'histoire, il faut étudier des archives. Alors la France s'est illustrée avec ce qu'on appelle l'école des annales, qui s'est spécialisée à travers des grands historiens comme Marc Bloch, etc., à travers l'étude des archives. En ce moment, il y a un ami à moi qui est Frédéric Kaplan, qui travaille en Suisse, à l'EPFL, à utiliser les technologies du calcul intensif appliquées à ce type d'archives. S'il le fait, c'est parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir, en tout cas, d'une société qu'on appelle, appelons-la administrée? Administrée, pas au sens où on critique l'économie administrée du politburo de l'URSS, mais au sens où toutes les grandes civilisations sont des administrations, en fait, toujours basées sur des administrations. Eh bien, c'est d'abord la capacité à préserver, à exploiter, à dépouiller, à interpréter des archives. Pourquoi faire? Pour prendre des décisions sur le futur. Et pour s'orienter dans le devenir, sachant que le devenir, effectivement, est changeant. Il peut y avoir des tremblements de terre, il peut y avoir des invasions, il peut y avoir... voilà. Et donc, en fait, ces archives sont des constitutions de l'expérience accumulée et partagée, dans des conditions d'accès qui peuvent être extrêmement variables. Ça peut passer par des scribes qui monopolisent l'archive, ça peut passer par des pratiques religieuses aussi, parce que la Bible, au départ, c'est aussi ça. La Bible, c'est aussi une espèce de dispositif d'un régime de pouvoir, en fait, etc., etc. Alors, au 19e, 17e, 18e siècle, les choses commencent à changer, parce que la figure de l'État moderne, comme on l'appelle, vont élaborer une science, non pas simplement des archives, mais des nombres. Ça s'appelle les statistiques. Cette science des nombres, basée sur les statistiques, c'est, comme vous l'avez entendu dans le radical stat ou statistique, c'est l'État. C'est la science de l'État. L'État se constitue, à l'âge classique, à travers une maîtrise des nombres, un contrôle des nombres, une numération qui va se développer. Et il y a un grand historien et sociologue français qui s'appelle Alain Desrosières, maintenant décédé, qui a écrit un livre majeur sur ce point, qui s'appelle « La politique des grands nombres ». Donc si on ne prend pas ces questions dont parlait Jean-Gabriel tout à l'heure, avec cette profondeur historique, on n'y comprend rien du tout. Hein. Ça a l'air de tomber du ciel comme ça. Ça ne tombe pas du tout du ciel. Après, à travers ce qui se passe en ce moment, à travers les big data, où par contre il y a des innovations algorithmiques, technologiques, etc., qui font vraiment des ruptures. Ça ne tombe pas du ciel, mais par contre il y a des ruptures extrêmement importantes. À travers ces grandes ruptures se jouent des ruptures qui ne sont pas simplement technologiques ou scientifiques ou computationnelles, mais politiques et même post-politiques, on pourrait dire.
Par exemple, si vous lisez Evgeny Morozov, qui est un journaliste très, très cultivé, disons, qui a été longtemps dans la Silicon Valley, maintenant qui est à Berlin, et qui a écrit beaucoup de livres et d'articles que vous trouverez très facilement sur Internet, sur ce qu'il appelle la smartification. Il vous expliquera que, en fait, à travers la smartification, c'est un modèle post-politique promu par exemple par Peter Thiel, un des libertariens de la Silicon Valley, qui disent avec ces technologies-là, on n'a plus besoin ni de l'État, ni de la démocratie, ni même de la politique. Tout est conduit par le marché, lui-même conduit par les algorithmes, et uniquement par la valeur computationnelle, c'est-à-dire la valeur calculable sur les comportements, pas simplement des hommes, des machines, des armes, de tout en fait, parce que maintenant, vous le savez peut-être, vous avez peut-être vu ça, on vous tatoue les organes, etc. Et Philips, par exemple, travaille aujourd'hui beaucoup dans le domaine médical. Vous connaissez Philips par les électrophones Philips ou les radios Philips, mais aujourd'hui, Philips s'est retourné vers la médecine, utilisant les nanotechnologies, etc., etc. Et tout ça s'est intégré, ça produit ce qu'on appelle parfois la nouvelle convergence. Alors, il faut situer ces aspects-là. C'est extrêmement important. Je vous recommande la lecture d'une philosophe et juriste belge qui s'appelle Antoinette Rouvroy, qui a écrit des choses sur ce plan-là. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre tout ce qu'elle dit pour argent comptant. Enfin, je pense qu'elle est très sérieuse et que tout ce qu'elle dit mérite tout à fait d'être lu et pris au sérieux. Après, je pense que parfois, il faut faire un pas au-delà. Voilà. Et que peut-être, moi personnellement, je pense qu'elle ne tient pas assez compte des nouvelles dynamiques créées par la technologie et de tout ce qu'il y a d'intéressant dans la technologie qui se produit là. Voilà. Alors maintenant, je vais redire des choses très rapidement dont a parlé déjà Jean-Gabriel Ganassia. En 2008, un article est paru au mois de juin 2008 dans la revue Wired, la grande revue de la Silicon Valley, et où, je crois que d'ailleurs il était à l'époque le rédacteur en chef, Chris Anderson, que vous connaissez sans doute, puisqu'il a... Enfin, en tout cas, certains d'entre vous doivent le connaître. Il s'est fait connaître en particulier dans le grand public à travers un bouquin qui s'appelle Les Makers. Et c'est un apôtre du do-it-yourself, de tous ces modèles, disons, très, très en vogue dans la Silicon Valley à cette époque-là et encore aujourd'hui. Chris Anderson, donc, un jour, a publié un article assez décoiffant qui s'appelle The End of Theory, dans lequel il dit, écoutez, moi, j'ai visité Google. Je suis allé voir le service de la recherche de Google. J'ai rencontré mon copain, j'arrive plus à retrouver son nom, du service de la recherche de Google. Et je lui ai demandé où sont les gens qui sont spécialistes du chinois. Ah, il n'y a pas de spécialiste du chinois chez Google. Mais qui parle chinois? Bah, personne ne parle chinois chez Google. Et alors, où est la direction de la recherche en linguistique? Mais il n'y a pas de recherche en linguistique chez Google. Ah bon? Mais alors, comment vous traduisez le chinois et comment... Par les nombres. On fait des calculs. On ne fait que tracer des comportements individuels à très grande échelle, et à partir de là, on fait des calculs statistiques à travers des chaînes de Markov, pour l'essentiel. Et puis beaucoup d'autres choses qui accompagnent ça, parce que pour que ça fonctionne, ça par exemple, quand vous tapez sur une requête sur Google, vous savez que Google vous propose des corrections. Quand vous tapez de traviole, excusez-moi l'expression, les algorithmes, ils ne peuvent pas trouver si vous tapez de n'importe quoi. Donc, ils vous obligent, Google, à vous conformer au vocabulaire officiel. Tout en vous obligeant à faire ça, d'ailleurs, il vous incite éventuellement à aller voir sur des AdWords qu'il a vendus très cher à des annonceurs, parce qu'il va vous emmener sur des mots qui l'intéressent, que vous alliez cliquer dessus, puisque le business de Google, c'est au clic qu'il est payé. Hein. Alors, Chris Anderson a dit, vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas de linguiste chez Google. La plus belle aventure linguistique qu'on n'ait jamais connue, c'est Google. Donc la linguistique ne sert à rien. Donc vous pouvez fermer les départements de linguistique à Berkeley et créer à la place des départements de data scientists. Il n'a pas eu peur d'ajouter, et d'ailleurs c'est aussi vrai en médecine et en biologie. Regardez par exemple avec l'épidémie de grippe, de machin, bon, l'OMS est totalement ramassé, Google en une semaine a identifié les choses. Donc pourquoi s'embêter à former des biologistes? Il n'a pas eu peur d'écrire ça. Hein. Je fais un petit peu de publicité, j'ai consacré 2 chapitres à cet article dans un livre qui s'appelle La société automatique. Et je me suis appuyé sur Kevin Kelly, qui est un autre gourou de la Silicon Valley, mais lui il est biologiste.
Et il n'y a pas que Kevin Kelly, hein, il y a eu tout un débat. Ça, c'est la force des Américains, et ça débat drôlement en Amérique, et puis à toute vitesse. Et Kevin Kelly a dit, mais non, c'est pas vrai, on ne peut pas se passer de théorie, etc. etc. Ce dont on a besoin, c'est d'une théorie, de l'absence de théorie actuelle, qui nous permettrait de véritablement utiliser ces trucs-là. Et là, je dois vous citer un autre, à la même année, quelqu'un dont je crois que j'ai déjà parlé tout à l'heure d'ailleurs, le 23 octobre 2008, un monsieur bien connu, que j'appelle le prolétaire le mieux payé du monde, il s'appelle Alan Greenspan, est auditionné par le Sénat américain. Commission sénatoriale présidée par un républicain qui dit, mais monsieur Greenspan, tout de même, vous en avez fait du joli avec vos subprimes, votre Bernie Madoff, vos... Et là, il répond, attendez, faut pas, moi, je ne vais pas être le lampiste de l'affaire. Toutes les économistes disent que toute l'économie est réductible à des calculs, à des comportements calculables, etc., etc. On a tous marché là-dedans. C'était d'ailleurs déjà le problème en 1787 avec le krach de 87. J'ai travaillé dessus, moi, sur ce krach, voilà, avec quelqu'un qui s'appelle Catherine Dissler, qui est une mathématicienne qui a été missionnée par Wall Street. Mais je ferme la parenthèse. Il dit, non, le problème, c'est qu'on ne sait plus comment ça marche. On n'a pas de théorie du dispositif. Donc, on n'en voit pas les limites. Donc, c'est une contradiction quasi immédiate de ce que disait, enfin, pas immédiate, mais 4 mois plus tard, de ce que disait Chris Anderson, qui faisait un storytelling pour vous vendre de l'algorithme, par quelqu'un qui a appliqué ça à la finance et qui a créé une catastrophe. Malheureusement, la catastrophe, il paraît qu'elle est en train de revenir d'ailleurs. Parce qu'on n'a rien changé, en fait, à ces dispositifs. Enfin, presque rien. En 1987, on avait changé beaucoup de choses. Je pourrais vous en parler tout à l'heure si vous avez des questions. En 2012, le type dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Frédéric Kaplan, c'est lui qui a mis au point des algorithmes d'analyse d'archives historiques, etc., à l'école polytechnique de Lausanne, dit... il ne parle pas de l'article de Chris Anderson, The End of Theory, mais il publie un article très bien écrit, enfin, comme il sait faire, en disant, voilà, quand les mots valent de l'or, ça c'est le titre de l'article, et le sous-titre, je crois que c'est l'ère du capitalisme linguistique, etc. Il explique comment Google gagne de l'argent avec des mots. Je ne vais pas vous raconter, ça serait long, parce qu'il faut être précis, et en plus, je me souviens plus très exactement de comment fonctionne, par exemple, le marché aux enchères des mots, etc. Bon. Mais par contre, ce que montre Kaplan, qui connaît très bien le sujet, hein. Moi j'ai connu Kaplan quand il était chez Sony, il était responsable de la recherche sur l'automatique, et je développais des coopérations avec Sony à cette époque-là, dans le domaine de l'automatique. Donc je le connais, je l'ai connu comme ça, et c'est quelqu'un qui connaît très très bien, c'est un polytechnicien qui fait des maths appliquées, il connaît très très bien tout ça, il sait bien comment ça fonctionne. Alors d'abord, il montre que la première entreprise de Big Data, c'est Google. C'est Google qui, le premier, a produit avec l'analyse automatisée de nos comportements un business qui fait qu'aujourd'hui, Google est la première entreprise mondiale, avec un cache extraordinaire et des capacités à contrôler, pas tout, mais pas loin, avec d'autres comme Amazon, etc. Et il montre que le système est absolument admirable. Je dois vous préciser d'ailleurs que moi je suis un ami de Google. Quand je dis que je suis un ami de Google, je ne vais pas dire par là que je suis l'ami de Larry Page, mais je veux dire par là que j'utilise énormément Google, je parle de moi là, hein, personnellement, et je serais extraordinairement contrarié si Google ne fonctionnait plus. Je ne peux plus m'en passer en fait. Je travaille en permanence avec Google. Je travaille parfois avec Baidu parce que j'enseigne en Chine. Je peux vous dire que c'est pas la même chose. Et Saussure explique que voilà, les langues sont des systèmes, mais ce sont des systèmes. Alors il n'emploie pas le mot, c'est Gilbert Sondon qui emploie le mot. Métastables. C'est-à-dire que ce sont des systèmes qui sont stables dans l'ensemble et aux limites, mais toujours aux limites de l'instabilité. On appelle ça des systèmes métastables. Les systèmes métastables en mécanique des fluides, par exemple, vous voyez, un système métastable, c'est un tourbillon dans l'eau, par exemple, il garde sa forme. Donc, il se déforme, tout ça, mais il garde sa forme. Donc il est métastable. Et ce que montre Saussure, c'est qu'un système métastable linguistique, ce qui le fait évoluer, ce sont les exceptions. Or, le système de Google élimine les exceptions. Il est basé sur les moyennes. Il est basé sur ce que Quetelet appelait l'homme moyen. Il y a un grand penseur qui n'était pas simplement un écrivain, c'était un philosophe et un physicien et un épistémologue,
qui a écrit, Robert Musil, qui a écrit L'homme sans qualité, qui a écrit 3000 pages sur ces questions-là, sans d'ailleurs finir l'ouvrage. Voilà. Alors, si je vous dis cela, c'est parce que la question qui se pose ici, c'est l'efficacité. C'est extrêmement efficace, Google, mais à quel prix, cette efficacité? Ce que montre Kaplan, c'est que c'est une efficacité à un prix très important, qui est la le caractère non renouvelable de la richesse exploitée efficacement. Vous savez, on parle beaucoup d'énergie renouvelable. On dit que le soleil, c'est une énergie renouvelable. Donc il faudrait développer du photovoltaïque, etc. Très bien. Et puis il y a du non renouvelable, c'est-à-dire les énergies fossiles ne sont pas renouvelables. Et on dit, bon, dans 20, 30 ans, elles seront épuisées. Il y a une autre énergie qui est très importante. Ça s'appelle l'énergie libidinale. C'est celle qui produit l'intelligence, l'affection, la sublimation, la religion, l'art, le savoir, la science, la famille, tout le social en fait. Et cette énergie, elle est aussi non renouvelable. On peut l'exploiter et la tuer. Or, cette énergie, qu'est-ce qu'elle produit? C'est ce que montre Freud dans un texte de 1923, Le moi et le ça. Elle produit de l'écart par rapport aux moyennes, c'est-à-dire de la négantropie. De quelque chose qui n'est pas anthropique. Les systèmes dynamiques, que ce soit des systèmes physiques, des systèmes vivants, des systèmes technologiques, sont pris dans un flux qui est le flux de l'univers, ce que Whitehead appelle la processualité de l'univers, et ce processus, il est anthropique. Ce qui produit de la valeur, c'est ce qui permet localement de produire de l'anti-entropie et de la négantropie. Je distingue anti-entropie et négantropie, ce n'est pas moi qui ai fait cette distinction, c'est le mathématicien Giuseppe Longo. Donc je ne vais pas le développer, mais si vous voulez, on en reparlera tout à l'heure. Aujourd'hui, on a une technologie extraordinaire, d'une efficacité extraordinaire dans la médecine aussi, bien sûr. Par exemple, l'analyse des potentiels grains de beauté porteurs de cancer, etc. C'est d'une extraordinaire efficacité. Mais ce qui régit le monde, ce n'est pas la cause efficiente, c'est la cause finale. Et la cause finale, alors on va me dire, la cause finale, on a sorti ça depuis très longtemps, le finalisme. Mais ce n'est pas le finalisme, la cause finale. La cause finale, c'est ce qui fait qu'un système dynamique est vectorisé et orienté vers quelque chose qu'on peut considérer comme être un but. Alors pendant longtemps, on a dit c'est le but, c'est le master plan de Dieu. C'est ce que dit Leibniz, très grand penseur de ces questions. Parce que tout ce dont parlait tout à l'heure Jean-Gabriel, ça part de Leibniz. Mais Leibniz, il a un Dieu, et qui garde les limites de tout ça. Des compossibilités, comme il les appelle. Nous avons éliminé, alors pas le Dieu simplement des religions, mais le Dieu de Leibniz lui-même. Et nous avons produit une espèce de technologie purement et simplement computationnelle. D'ailleurs, tout à l'heure, M. Dougnac est là, je ne sais plus où il est, voilà, parlait du cognitivisme, voilà, du premier cognitivisme, c'est le computationnalisme en fait, voilà, qui pose que tout est calculable, que tout est dans les nombres. Eh bien c'est faux, c'est absolument faux. Un système dynamique, c'est un système qui a une capacité à se maintenir comme un système ouvert, au sens de Ludwig Bertalanffy, que s'il est capable de produire des bifurcations qu'il n'est pas capable de calculer. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du calculable. Ça ne veut pas dire que c'est de l'ordre du miracle, tout ça. Ça peut apparaître être du miracle. Ce n'est pas du miracle. Par exemple, l'apparition de la vie, ça, on peut dire, bon, on va dire c'est un miracle. Non, ce n'est pas un miracle. C'est un processus rationnel, mais ce n'est pas un processus qui est calculable de l'intérieur du système. De l'extérieur du système, oui. Enfin, oui. Ça mérite encore discussion. Mais en tout cas, c'est une autre question, disons. Alors, si je vous dis tout cela, c'est parce que aujourd'hui, on a un business colossal qui développe du data scientism. Moi, je crois beaucoup à ces technologies-là. Je pense qu'il faut les utiliser, les analyser, les penser, les critiquer au sens des philosophes, d'Emmanuel Kant, c'est-à-dire en identifier les limites. Et c'est ce que j'appelle les digital studies. Je fais partie d'un réseau que j'ai créé où il y a 40 universités qui travaillent sur ces questions, dont Berkeley et Cambridge, et qui posent que les nombres, le calcul, les appareils de calcul, c'est très bien, c'est fondamental, mais ce n'est pas du tout suffisant pour produire de la vérité. On est à l'époque de la post-vérité, post-truth.
post-truth era, avec l'exploitation des fake news, enfin des soi-disant fake news de M. Trump, etc., etc. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce qu'on a une époque où tout le monde sent bien que ces technologies computationnelles, en fait, ne suffisent pas à produire de la vérité. Mais personne ne sait comment faire face à leur efficience. J'ai travaillé longtemps avec un ancien étudiant de l'université de Compiègne qui était mon étudiant, qui s'appelle Johan Maté, qui a été ensuite débauché par Google et qui a été celui qui s'occupait des infrastructures. Chez Google, c'est lui qui a lancé les ballons. Il a gagné beaucoup d'argent. Il a créé une entreprise aujourd'hui qui fait des dispositifs d'analyse de data dans le domaine médical en cardiologie, mais pas du tout sur le modèle dominant de Chris Anderson et tout ça là. En s'inspirant de questions sur lesquelles nous travaillons et que travaillent aussi pas mal d'autres gens actuellement aux États-Unis. Par exemple, je vous recommande à l'Université de Virginie, vous le trouverez très facilement en ligne, il y a un très bon article de mathématicien, un type qui fait des mathématiques appliquées, qui montre comment les réseaux sociaux sont en train de détruire le social, se détruire eux-mêmes parce qu'ils produisent de l'entropie structurellement, pour les raisons que je viens de vous dire. Mais lui, il le décrit mathématiquement. Il fait des analyses statistiques et en tant que mathématicien. Les questions qui sont derrière tout ça sont de vieilles questions. Ce sont des vieilles questions qui, en particulier, au XVIIIe siècle, en 1781, ont été posées par Emmanuel Kant. Emmanuel Kant a montré que... Alors, d'abord, il parlait de data, lui aussi. Il disait les data, c'est produit par l'intuition. Data, en anglais, ça veut dire les données. Enfin, en latin, mais ça veut dire les données. Et depuis bien avant Kant, d'ailleurs, Hume, même avant Hume... Descartes disait l'intuition reçoit des données. Par exemple, là, vous m'entendez parler, ce sont des données qui rentrent dans vos oreilles, vous me voyez, etc. Ce sont des data. On les appelle plus précisément les sense data en latin. Et Kant a dit, voilà, les data ne sont rien si elles ne sont pas catégorisées. Et ces processus de catégorisation sont opérés par l'entendement, qui fait que, par exemple, vous êtes en train de regarder quelqu'un qui parle, vous allez le classer, le mettre dans une hiérarchie, voilà, genre, espèce, etc., etc. Vous n'en apercevez pas du tout, mais vous le conceptualisez, vous le mettez sous des concepts, qui sont les concepts de l'entendement, et ces concepts sont issus de l'expérience, pas tous. Il y a ce que Kant appelle les concepts a priori de l'entendement, qui sont ce que Kant appelle la nouvelle table des catégories, ce sont les concepts purs de l'entendement. Mais après, voilà, les concepts, par exemple, je ne sais pas moi, un data scientist, vous avez dû entendre parler de ça, vous avez le concept dans la tête. C'est votre expérience qui vous a amené à construire ce concept. D'accord ? Ensuite, il y a l'imagination qui permet de mettre en relation les données de l'expérience, de l'intuition, avec les concepts de l'entendement, et donc de classer le réel, et donc de le penser, de l'analyser. Quand vous avez des algorithmes, moi j'ai développé avec le LIMSI en 1996, j'ai passé un accord avec le LIMSI, j'étais directeur de l'INA, j'ai passé un accord pour faire une analyse automatique de toutes les archives audiovisuelles de l'INA. Quand on a commencé, quand j'étais à l'INA, ils étaient capables d'identifier à peu près 500 mots de l'index dans les archives, et puis il y a à peu près 12 ans, j'ai revu, ils étaient à 80 000 mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dispositifs indexaient automatiquement à partir des mots-clés produits par l'INA et par de la reconnaissance. Alors, on peut faire énormément de choses et je suis pour ça. Moi, j'ai contribué, j'ai développé moi-même des choses comme ça. Mais il faut en comprendre les limites. Quelles sont les limites? C'est celle que pose Kant. Kant dit l'entendement n'est jamais suffisant. Il faut par ailleurs, quatrième fonction de la faculté de connaître, la raison, qui est une faculté synthétique et non pas analytique. Là, la différence analytique-synthétique est extrêmement importante. Je prends le mot synthétique et analytique au sens des logiciens et au sens d'Aristote. La faculté analytique, c'est une faculté qu'on peut transmettre à un artefact, à une machine. Parce que, voilà, on peut calculer mentalement, on peut compter sur ses doigts, on peut compter avec une table de multiplication, avec un boulier, avec une calculette, avec un ordinateur. C'est une machine à calculer qui catégorise. Voilà. Et ça n'est qu'une machine à calculer. C'est une horloge qui est une machine à calculer. C'est tout. Mais on peut déléguer à ça, en utilisant des statistiques, etc., énormément de choses pour assumer la fonction de l'entendement. Mais Kant explique très très bien, la fonction de l'entendement sans la raison, c'est une catastrophe. Ça ne produit absolument pas d'énoncés vrais. Ça ne fait que répéter des processus de l'expérience. Or, l'expérience, ça n'est pas vrai. Le vrai n'est pas simplement le vrai de l'expérience. Et là, il faut lire Whitehead, un mathématicien
qui apparaît au début du XXe siècle en Angleterre, qui enseigne à Cambridge, il est mort depuis longtemps maintenant, qui est aussi physicien, cosmologiste pour être plus précis, et philosophe, et qui écrit un petit livre que je vous recommande de lire, parce que Whitehead c'est extrêmement difficile à lire, mais ce petit livre est très facile à lire, enfin relativement, pour du Whitehead disons. Ça s'appelle La fonction de la raison. Et il explique qu'il faut repenser le quantisme après l'entropie. L'entropie qui a montré que quand il pensait avec la physique de Newton, c'est-à-dire qu'il pensait que le cosmos était stable, etc. Le cosmos n'est pas stable. Le cosmos est un processus, c'est un système dynamique, en expansion, etc. etc. Et qu'à partir de là, il fallait réinscrire la raison comme un dispositif de production de bifurcation par des synthèses. Pourquoi? Pour lutter contre l'entropie que produit l'entendement. On est exactement dans le sujet dont on parle aujourd'hui. Maintenant, ce travail est totalement à faire. Les gens ne veulent pas le faire pour 1000 raisons. D'abord parce que ça bouscule beaucoup les mentalités. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas d'accord entre... Même les physiciens entre eux ne sont pas d'accord sur ce que c'est que l'entropie. Donc c'est un peu compliqué. Et troisièmement, parce qu'évidemment, le business aujourd'hui est extraordinairement important dans ces domaines. Et que dans le business, on dégaine d'abord, on réfléchit après. Bon. Donc pour le moment, ça dégaine. Moi, je pense que notre rôle, ce n'est pas de dégainer, c'est de juger ce qui se passe. Et de juger en disant, faites attention, vous allez peut-être commettre des crimes, vous pourriez vous retrouver en procès. Donc, par exemple, des crimes qui consistent à quoi faire? À dire, tout est computationnel dans le champ médical de tel ou tel truc, et ce n'est pas vrai du tout. La pathologie, Georges Canguilhem m'a très précisément expliqué pourquoi, et puis on pourrait, vous le savez très bien d'ailleurs, en biologie, les erreurs de copie sont fondamentales, donc les individus sont tous singuliers, et donc les pathologies sont aussi toutes singulières, et donc la question c'est de mettre les algorithmes au service de la raison, et non pas de court-circuiter la raison. J'aurais voulu dire un dernier mot, j'esquisse juste, vous utilisez tous des plateformes, plus ou moins. Que ce soit, je ne sais pas, Google Drive, enfin pas Google Drive, je veux dire, les systèmes de Google Maps ou Amazon ou Google même, etc., etc. Et comme vous le savez certainement, moi j'utilise Google depuis 20 ans presque, pas tout à fait, depuis 19 ans. Je dois avoir au moins 100 000 traces de mon comportement, et donc je suis user profilé. Google me connaît très très bien comme user. Je m'en sers tout le temps. Il croise mes comportements sur Google avec d'autres, parce qu'en plus, il y a des échanges de données entre opérateurs, etc. Et donc, il sait plein de choses sur moi. Et Amazon aussi. Par exemple, Google et Amazon échangent, coopèrent. Et vous savez bien, vous avez tous constaté que quand vous commencez à taper un truc, on vous propose des trucs. Et vous vous dites, ah bah oui, c'est effectivement, ça correspond. C'est aussi croisé avec votre réseau social, si vous en avez, etc. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ce sont des choses qui se substituent à votre mémoire. Parce que tout ce que vous avez produit comme trace, c'est en fait votre mémoire, mais que vous avez extériorisé d'emblée, spontanément, parce que maintenant vous êtes quasiment obligé d'extérioriser votre mémoire pour mémoriser. Ce n'était pas du tout le cas avant ces technologies-là. Et la machine fait des calculs sur votre mémoire qui peuvent, je l'avais dit ce matin, je le redis, dans un autre lieu, qui peuvent aller 4 millions de fois plus vite que vous. Parce que la machine peut aller à 200 millions de mètres par seconde. Vous pouvez difficilement dépasser 100 mètres par seconde. Et à partir de là, il y a un processus qui fait que la machine vous prend de vitesse. Ça veut dire que l'entendement automatisé que vous avez délégué des fonctions d'entendement à Google, en vous appuyant sur Google, eh bien, il court-circuite votre raison. Et du coup, vous n'avez plus de raison. Plus de raison, ça veut dire plus de raison d'agir, plus de raison de désirer. Vous n'avez plus de désir. Vous ne vous sentez pas bien. Alors, vous pouvez voter Trump, vous pouvez devenir djihadiste, je ne veux pas dire que c'est la même chose, vous pouvez devenir alcoolique, ou pratiquer le shopping compulsif. Je travaille moi, avec l'hôpital Marmottan qui soigne des gens qui pratiquent le shopping compulsif à très haute dose. Ça va très très loin aujourd'hui, le shopping compulsif. Donc voilà, c'est ça les questions que posent les big data. C'est les questions du rôle du calcul dans la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, le calcul, il faut s'en servir, mais il faut le limiter. Merci Bernard. Merci Bernard. Je propose, c'est Jean-Gabriel, je te laisse un peu réagir, peut-être pas sur tous les aspects, mais sur certains qui te paraissent. Il y aurait. Oui, il y aurait. Et puis ensuite, il y aurait énormément à dire, bien sûr, là-dessus, hein, parce que il y a tout un tas de questions qui sont posées. Disons que moi, en tant que spécialiste de ce domaine, je suis très étonné de voir que ça puisse prêter à des digressions
ce type-là, mais bon, enfin, je voudrais d'abord dire qu'il y a des aspects très pratiques hein, dans le traitement de grandes masses de données. J'ai essayé de vous le dire tout à l'heure. Hein, et j'y pense parce qu'ici, il se trouve que je suis déjà venu ici, parce qu'il y a à côté un appartement connecté hein, où des gens sont amenés à vivre hein, et on expérimente justement avec tout un tas de capteurs. Et le traitement des grandes masses de données va permettre de comprendre un certain nombre de choses sur ce que les gens font dans cet appartement. Hein. Vous voyez, ce sont tous ces aspects. On a parlé de la médecine, hein, on peut parler de la finance, hein, de la banque. Hein. C'est-à-dire que ça transforme notre monde. Hein. Je crois que c'est ça qui est important. Hein. Et c'est cette présence qui est partout. Alors, il y a quelque chose, donc, tout à l'heure, hein, qui a été dit, enfin, que je trouve tout à fait juste, hein, sur le fait qu'effectivement, hein, on se retrouve dans une continuité avec des choses qui ont été envisagées depuis longtemps. Hein, tout à l'heure, donc, on a dit, ben voilà, il y a les données, ce qui est donné, hein, les sensations, et puis à partir de ça, hein, il y a l'interprétation, hein, et bien sûr, c'est ce qu'on essaye de faire avec les machines. Et je vais vous donner un exemple simple. Vous vous souvenez de l'accident qui a eu lieu l'an dernier avec la voiture Uber, hein, qui a confondu, enfin plus exactement, qui n'a pas réussi à interpréter correctement. C'est-à-dire que pour que cette voiture soit confortable, la société Uber avait décidé de durcir les critères et donc de faire en sorte que certaines informations qui lui parvenaient, qui avaient été saisies par les capteurs, ne conduisent pas à un arrêt ou un détournement. Parce que sinon, n'importe quelle feuille, n'importe quel sac en plastique, s'il y a des embardés de la voiture, c'était insupportable. Et il se trouve qu'il y avait ce jour-là une femme qui poussait son vélo. Alors peut-être qu'il aurait su reconnaître une femme toute seule comme piéton, peut-être qu'il aurait su reconnaître un vélo avec quelqu'un dessus comme un cycliste, mais là, une femme avec un vélo, c'était quelque chose d'inassignable, et ben, le système ne l'a pas reconnu, et donc la voiture ne s'est pas arrêtée. Hein. Vous voyez, pour rendre très très concret hein, les questions qui se posent aujourd'hui. Et aussi, bien sûr, pour aller un peu dans le sens de ce qui est dit, c'est que quand quelque chose est prévu, on est capable de faire, mais là, oui, c'est le caractère imprévu, justement, hein, qui fait qu'on on a des grandes difficultés. Alors, une fois qu'on l'a vu une fois, on est capable de changer. Alors, ça, c'est un premier aspect, je crois, qui est important. Un deuxième aspect, c'est, je crois, important hein, de le dire, c'est sur la différence entre les corrélations et la causalité. Les systèmes d'intelligence artificielle tels qu'ils existent aujourd'hui, en tout cas ceux qui exploitent les grandes masses de données, parce qu'il y en a d'autres qui travaillent un peu différemment, extraient des corrélations. C'est-à-dire que s'il y a tel signe, on voit en même temps tel autre signe. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité. Or, la science, elle fonctionne sur des causalités. Hein, on peut discuter cela, mais c'est essentiel. Je vais donner un petit exemple. Hein, si vous avez, il y a des corrélations entre le fait de mettre des crèmes solaires et les cancers de la peau. Est-ce que ça veut dire que les crèmes solaires donnent le cancer de la peau ? Pas du tout. Ça veut simplement dire que les gens qui s'exposent au soleil mettent des crèmes solaires et donc ils ont plus de chances d'avoir des cancers de la peau. Et donc, vous voyez, on arrive aujourd'hui avec le traitement de très grandes masses de données à des risques d'erreurs de ce type-là qui sont considérables. Et des erreurs qui peuvent soit prêter, bien sûr, à confusion dans le domaine médical, hein, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, soit dans le domaine social, avoir des effets extrêmement dramatiques. Hein. Par exemple, on a essayé d'appliquer les systèmes d'intelligence artificielle pour prédire le risque, en particulier le risque d'accident automobile. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un facteur prédictif du risque. Alors, a priori, c'est intéressant parce qu'on va vous faire payer la prime d'assurance en fonction des risques que vous prenez. Et on est tous d'accord, parce qu'on ne veut pas payer pour les chauffards. Mais en fait, donc on a utilisé un système d'intelligence artificielle pour faire ça. Et là, les assureurs n'ont pas dit ce qu'ils utilisaient, mais ensuite, il y a une mathématicienne qui a regardé et qui s'est rendu compte que le prédicteur majeur qui était utilisé, c'était le code postal. Vous voyez, c'est parfaitement injuste. Et elle disait, mais en fait, c'est parce que non seulement, bien sûr, peut-être que statistiquement, il y a plus d'accidents dans certains endroits, mais en plus de ça, ce qui compte l'assureur, c'est pas tellement d'ailleurs qu'il y ait moins d'accidents, c'est que le risque que les gens changent d'assurance soit faible.
Et là, le code postal, c'est formidable parce que ça correspond socialement à des segments de la population. Il y a des quartiers où les gens sont moins enclins à comparer les différentes assurances. Et donc, ceux-là, ils peuvent payer plus cher. Donc, ça nous donne une idée du caractère prédateur que peuvent avoir ces outils-là. Puis, je voudrais conclure sur un point donc, qui est dans l'introduction, tout à l'heure. On a parlé d'archives. Et effectivement, l'étymologie, archéo, c'est à la fois ce qui est ancien et le pouvoir. Vous voyez, monarchie, par exemple, c'est lié à la notion de pouvoir. Et archéologie, vous voyez, c'est le caractère ancien. Effectivement, le pouvoir repose sur l'ancienneté. Et comme ça a été très justement dit, les statistiques, c'est effectivement lié à la notion d'état, de comptabilité. Ce n'est que c'est très ancien, ceci étant, puisque le roi David avait fait des statistiques, ça ne lui avait pas porté chance. Mais enfin, bon, c'est une autre affaire. Parce que Dieu n'avait pas accepté ça. Mais bon, ce qui est important aujourd'hui, je crois, et c'est là-dessus, je crois qu'il faut conclure, c'est que ces statistiques ne sont plus faites seulement par les États, elles sont faites par de nouveaux acteurs qui sont en train de prendre la place des États. Et je crois que les grands enjeux, aujourd'hui, sont des enjeux politiques qui sont liés au traitement de très grandes masses de données. Merci pour ton commentaire. Donc, quelques questions. Bonsoir. Les premières traces d'écriture que nous connaissons ont plusieurs milliers d'années. Que restera-t-il de notre époque quand le support informatique sera mis en difficulté par sa technique pure? Les supports, les premières disquettes sont devenues obsolètes, les disquettes, etc., etc. Il y a une évolution sur les supports. Comment pouvoir conserver sur des millénaires notre histoire actuelle? Alors, je vais vous répondre par une boutade. Il restera toujours les tablettes d'argile des Mésopotamiens qui, elles, ne seront pas éventuellement les papyrus. Les livres plus récents, les plus anciens resteront. Les plus récents auront du mal, parce que les papiers seront oxydés. Mais effectivement, vous touchez un point extrêmement important qui est celui de la pérennité des supports actuels de mémoire. Puisque plus la densité de stockage est forte, plus ces supports sont sensibles à une oxydation. Et bien sûr, nous avons un peu un paradoxe, c'est que cette société qui d'un côté est hypermnésique peut et risquera de devenir amnésique d'ici très peu de temps. On sait que les CD-ROM ont des durées de vie de 10 ans. Et pour ce qui est du reste, on nous dit « Ah ben c'est pas grave, c'est dans le cloud ». Mais le cloud, il y a des aspects matériels. Donc il y a des gens qui font des recherches sur des supports matériels qui pourraient stocker l'information pendant plus longtemps, par exemple avec du verre. Mais même si ça se fait, on a un deuxième problème qui est un problème de normes. C'est que, ensuite, il faut être capable de relire ce type d'informations. Et là, on n'est pas certain si jamais l'humanité disparaît et qu'il y a des gens d'autres planètes qui arrivent, qui soient capables de le relire. Mais même nous, vous savez, déjà, pour relire un fichier MacWrite qu'on a écrit il y a une vingtaine d'années, on a déjà du mal à le relire. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Donc, effectivement, vous touchez vraiment un point très important. Oui, merci pour cette question. Cette dimension n'avait pas été abordée jusqu'ici et c'est un élément du problème. Donc Denis Brouillet, professeur de psychologie ici même. Merci infiniment par le propos que vous avez tenu tous les deux. Mais je crains que ce que vous venez de dire par rapport au big data n'est pas nouveau et que ça existe à peu près partout. Comme on est dans le monde de la mémoire, depuis qu'on étudie la mémoire, ce qui est erreur de mémoire est considéré comme pas représentatif de ce qu'est la mémoire. Or, il se pourrait que ce soit l'erreur qui, elle, explique le fonctionnement de la mémoire. Et je dirais que d'un point de vue scientifique, très souvent, dans toutes les sciences, ce qui ne correspond pas à la norme est rejeté. Et ce que vous venez de dire, c'est exactement la même chose. Deuxième point, par rapport aux corrélations. Le nombre de fois où, aujourd'hui encore,
dans un grand nombre de domaines, on utilise la corrélation comme causalité, c'est assez impressionnant. Parce que fondamentalement, l'individu, alors qu'il soit individu ou qu'il soit social, a besoin de pouvoir attribuer une cause à la conséquence qu'il voit. D'accord ? Et donc je crains que ce que vous dites là, il faut le dire effectivement. Mais je pense qu'il faut le dire dans un discours scientifique. Et je suis très content d'avoir entendu ce que j'ai entendu par rapport à Kant. Et je fais partie de ceux qui, s'il était, enfin il ne le sera jamais, hein, ni président de la République, ni ministre de l'Éducation nationale, devrait imposer des cours d'épistémologie dès la première année. Parce que ces erreurs-là ne seraient pas commises. On est bien d'accord. Là, je voudrais apporter quelques éléments très rapidement. Sur l'erreur, d'abord. Vous avez tout à fait raison. Mais ce qui est nouveau, il y a quelque chose qui est nouveau par rapport à ça. L'erreur est rejetée toujours par l'institution. L'institution, ou disons les dispositifs de ce genre, considèrent toujours incarner la justesse, le vrai, etc., etc. L'erreur judiciaire, l'erreur épistémologique, etc. Mais les systèmes et les institutions en question, jusqu'à maintenant, finissaient toujours par se transformer. Pourquoi ? Parce que même si cette erreur était toujours rejetée, il y avait toujours aussi un dispositif en retour. Alors ça pouvait passer par un emprisonnement, voire par un bûcher, Giordano Bruno, etc. Ça peut se payer très très cher, ou même par des fusils, voilà, bon, bref, des répressions et tout ça. Mais en dernier ressort, les dispositifs épistémiques, je parle au sens où Michel Foucault parlait comment il appelle ça d'ailleurs, j'arrive plus à retrouver son expression, enfin, les systèmes véridiques, voilà, les systèmes de véridiction. Aujourd'hui, avec l'hégémonie du calcul, on peut évacuer structurellement ces choses-là, avec un prix qui est un prix extrêmement élevé sur le plan de la santé, sur le plan de la santé mentale, du langage, etc., etc. Et là, il faut effectivement revenir à Kant, mais précisément, ce que produisent les algorithmes, ce n'est pas des interprétations, c'est des catégorisations. C'est précisément la fonction de la raison d'interpréter. Et l'entendement catégorise, il n'interprète pas, il n'a jamais interprété, et les algorithmes non plus n'interprètent pas. C'est tout le problème. Pourquoi ? Parce que c'est l'interprétation qui permet de bifurquer. Un juge interprète, il prend un risque et il inscrit dans la jurisprudence quelque chose qui va faire bifurquer le droit, etc. etc. C'est ça qui est important. Après, ces questions-là, elles sont fondamentales et il ne faut pas les dénier. Pourquoi ? Aujourd'hui, l'Europe devient un nain dans ces domaines. Et il y a deux grands challengers, les États-Unis et la Chine. L'Inde aussi d'ailleurs, mais la Chine beaucoup plus, et qui est en train de dépasser les États-Unis en plus. Et ça, c'est notre responsabilité. Nous avons une responsabilité historique, nous les universitaires, de soulever ce problème, en passant par ce que vous venez de dire d'ailleurs, et en dire, ça suffit maintenant. On va arrêter de faire semblant de faire comme les GAFA. Parce que ce que font les GAFA, d'abord, c'est pas bien. Et donc, il faut produire un nouveau modèle, et ce nouveau modèle, ça nous invite à relire Kant, à relire Leibniz, à relire Whitehead, et à se remettre au boulot. Voilà ce que je crois. Alors, je suis tout à fait d'accord avec la fin de ce que tu dis, à savoir l'importance que prennent aujourd'hui les GAFA, la Chine, les États-Unis dans le monde. On peut d'ailleurs être très attristé de voir la position de la communauté européenne qui fait mine de vouloir se battre et qui est pénétrée par des représentants, par des lobbies de ces grands acteurs. Par exemple, il y a eu un rapport sur la désinformation, sur les fake news qui a été fait, et là, il y avait des représentants d'industriels européens majeurs, que sont Google, Facebook et Twitter. Et donc, on peut se poser des questions. Et à la fin, il y avait une vision techniciste de cette question des Facebook qui disait il suffit d'essayer de faire ce qu'on appelle du fact-checking, c'est-à-dire de vérifier la fausseté des informations. Or, et ce rapport, heureusement, n'a pas été signé par deux acteurs qui étaient européens, qui ont dit le principal problème qui n'a pas été pointé dans ce rapport, c'est que la cause des
fake news, c'est le modèle économique de ces grands acteurs qui repose sur ce qu'on appelle le clickbaiting, ce qu'a dit Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on rémunère au nombre de clics à la popularité des informations. Donc tout ça, je suis d'accord. Il y a une petite chose quand même qui est importante. Il y a deux choses, je crois, qu'il faut dire, qui font que, disons, à la fois je suis d'accord sur la conclusion, je ne suis pas d'accord avec d'autres choses. Alors, la première chose, est-ce que les big data conduisent toujours à une espèce de moyenne? Alors pas tout à fait, parce que comme il n'y a pas d'échantillonnage, il est possible de repérer au contraire ce qui est différent du reste, et de repérer des anomalies sur des grandes quantités de données. Et donc, ce serait un peu trop simplificateur de dire que les big data sont simplement une moyenne. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Et c'est extrêmement puissant. Alors, deuxième chose, effectivement, il y a des applications de tout ça qui sont commerciales, qui sont aujourd'hui liées aux enjeux de pouvoir des grands acteurs du monde contemporain. Et de ça, il faut s'en méfier. Mais il y a d'autres applications. Moi, je travaille dans les humanités numériques. Et, bon, comme Frédéric Kaplan, bon, il se trouve que ça a été mon étudiant, Frédéric Kaplan, et on s'est retrouvés là-dessus. Et on travaille effectivement sur des très grands corpus de textes et on essaye de construire des opérateurs pour aider à l'interprétation. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser toutes ces techniques uniquement pour faire des choses automatiques. On peut au contraire les utiliser pour construire de nouvelles humanités. Les humanités, c'était une nouvelle façon de lire les textes anciens. Et ben, je crois qu'on peut relire les œuvres humaines avec ces technologies. Donc je crois que de ce point de vue-là, il y a une note d'espoir. Mais cette note d'espoir, je pense qu'elle pourra se transformer et donner lieu à un véritable espoir que si effectivement, du point de vue politique, on n'est pas écrasé par ces grands acteurs internationaux. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que les big data peuvent aussi faire apparaître des écarts. Tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que les business models les écartent, ces possibilités-là. Donc, dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Oui, maintenant, il faut, pour qu'on puisse... Ces écarts doivent être des objets d'interprétation. Oui. Et aujourd'hui, il faut changer les structures de données, ça fait 20 ans que je me bats pour ça, pour introduire des champs de délibération sur les écarts et que ça ne soit pas traité par les algorithmes, mais par des communautés délibératives. Et c'est tout à fait possible. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Je crois qu'on peut applaudir nos orateurs. Je veux remercier l'Observatoire B2V des mémoires qui est à l'origine, à l'initiative de cette conférence, et puis les institutions qui nous accueillent, la Maison des sciences de l'homme, Paul Valéry, et puis aussi toutes les institutions qui soutiennent les actions de l'Observatoire. Deux petites informations. Cette conférence aura un prolongement le 9 octobre à l'Université de Caen. Donc vous allez me dire c'est loin, mais non, parce qu'en fait elle sera retransmise en direct, vous pouvez la suivre. Donc allez sur le site soit de l'Observatoire B2V des mémoires qui est partenaire de cette conférence, soit sur le site de l'Université de Caen. Donc l'orientation sera un tout petit peu différente. C'est une conférence qui sera orientée autour de ce livre qui vient de sortir aujourd'hui, qui s'appelle La mémoire au futur, qui a été écrit par tous les membres de l'Observatoire, qui est ici, vous pouvez trouver ce livre ici. Et ce sera donc cette mémoire du futur, la définition de cette mémoire du futur, qui est une mémoire essentielle, parce que c'est cette mémoire qui nous permet de prendre des décisions, d'explorer l'avenir, de simuler différents scénarios possibles qui se trouvent devant nous et de faire des choix. C'est un peu la mémoire de notre libre arbitre. Et comment, c'est là où nos deux partenaires interviennent à nouveau, comment cette mémoire du futur, qui est notre mémoire à nous, est modifiée, est altérée potentiellement par le nouveau monde numérique. Donc on retrouvera donc Jean-Gabriel et Bernard à l'Université de Caen le 9 octobre, à peu près à 8h du soir, 8h, 8h15 le soir. Donc si vous voulez la suivre en direct, cette conférence, ou la réécouter par la suite, vous êtes les bienvenus. Dernière petite information, vous avez vu qu'il y a des livres ici, et nous livrons à une séance de dédicace pour ceux d'entre vous qui souhaiteriez acheter les livres de l'Observatoire et les autres livres qui ont été écrits par nos orateurs. Voilà, merci beaucoup de votre présence nombreuse. Pas de problème, attends, on va arrêter.